Il est 23h et c'est l'heure des incorrigibles sur RCJ 94.8. Il s'appelle juste Leblanc. Ah bon, il n'a pas de prénom. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Pas de bras, pas de chocolat. Messire, un sarrasin. Messire. C'est de toute beauté. Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Et voilà, on a les droits. 23h minuit, c'est Les Incorrigibles, présentés par Nathan Vicard sur RCJ 94.8. Et bonsoir à tous et bienvenue dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8, l'émission qui se prend au sérieux sans se prendre au sérieux, comme d'habitude. Il est 23h, dernière émission de l'année, on va passer la fin de soirée ensemble comme d'habitude. Aujourd'hui, toujours seul, Boisiz travaille au printemps, Perla fait semblant de suivre des cours et Curtis est censé être sur un détournage. Mais comme tout le monde, elle a fini derrière un bureau et un écran. Allez, comme je le disais, dernière émission de l'année 2021. Est-ce qu'on sera là en 2022 ? Je n'en sais rien, faudra demander à Sandrine Seban et à Sylvie, qu'on embrasse très fort et qui sont les meilleurs du monde. Et en tous les cas, je suis ravi de finir avec deux personnes que j'apprécie particulièrement. Deux mondes différents, le premier est humoriste et j'aurai la chance de partager la scène avec lui au mois de janvier, c'est Ophir Azoulay. Salut Ophir. Salut Nathan, comment ça va ? Ça va et toi ? Au top, t'as sorti la chemise frère de bar mitzvah. Je sors du travail, moi, j'arrive, pour dire la vérité, je viens d'arriver, on démarre direct l'émission. Je te jure, on dirait que tu vas animer une bar mitzvah. Exactement, on est à côté. Elle est le second, sa biographie est trop longue pour que je vous l'explique moi-même, il va vous l'expliquer lui-même. Il est coach, prof de Krav Maga, il a fondé KMG France, il est aussi auteur, il a sorti son dernier livre au mois de mai, Le Réveil du guerrier, c'est Emmanuel Ayache. Bonjour Emmanuel. Bonjour Nathan. Comment ça va ? Ça va très bien, très bien. Alors, ça va sortir de tout ce que tu fais, et Tracy. Tu sais même pas de quoi on va parler. Non, et c'est vrai, je n'ai aucune idée. Je ne t'ai posé aucune question. Je ne sais, à mon avis, tu penses que je ne sais rien sur toi. On s'est vu il y a 3 semaines. Tu m'as dit ce que tu faisais. Je t'ai dit viens dans l'émission et on va s'éclater. De toute façon, c'est simple, on y va. Allez, on démarre tout de suite l'émission avec le WhatsApp comme chaque semaine. Je vous pose des questions sur l'actualité. Alors, c'est de l'actualité très légère, vous allez voir. À vous de trouver la réponse. Et puis après, on en débat. Pour démarrer, comment une personne a essayé de se faire faussement vacciner récemment ? Comment une personne a essayé de se Non, faire... comment une personne a essayé de se faire faussement vacciner ? Est-ce que tu as des options ? Ouais. Non. Alors vas-y, elle a été au centre de vaccination, Elle s'est présentée devant la personne et qui a voulu lui injecter une dose de vaccin. Mais qu'est-ce qui a pu se passer ? Qu'est-ce qu'elle a pu découvrir ? Parce que une fois que tu es devant la personne, normalement tu injectes et c'est fini. Mm-hmm. Mais comment elle a pu découvrir que c'était une douille ? Aucune idée. Aucune idée ? Aucune idée. Et en fait, la personne avait mis un faux bras. Un faux bras. Un faux bras. C'est pas mal ça. L'homme en question s'est présenté jeudi soir dans un centre vaccinal à Biella, dans le Piémont. C'est une prothèse qui était vraiment très bien faite, mais la couleur et la sensation au toucher ont immédiatement éveillé les soupçons de l'infirmière qui était chargée de lui mettre le vaccin et de lui mettre la dose, qui lui a demandé d'enlever sa chemise et découvrant son subterfuge. Et donc, il a alors demandé à l'infirmière de faire comme si elle n'avait rien vu, ce qu'elle a refusé de faire, et elle a refusé de lui injecter la dose, mais donc du coup, elle a été voir la justice, et le mec va finir avec une bonne amende. Incroyable. Ah ouais, merde, ça va lui coûter un bras, finalement. C'était facile, mais allez. Alors, est-ce que vous êtes déjà arrivé en tout cas, frérot, juste pour te dire, c'est que moi, j'ai peur du vaccin, j'ai fait aucune dose, pour te dire. Ah ouais. Et franchement, c'est une bonne idée, je vais essayer de travailler le projet. Je vais t'endormir, je vais t'injecter une dose de vaccin, tu vas pas comprendre. D'ailleurs, t'as des beaux bras. Moi, j'ai des beaux bras. Ouais, il y a de quoi faire. C'est des vrais bras, mais moi, j'ai 3 doses, tu vois. 3-0. 3 doses aussi. 3 doses aussi depuis la semaine dernière. Donc tu vas finir à l'hôpital. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous aussi de tricher dans votre vie ? Et si oui, est-ce qu'on vous a déjà chopé ? Ophir. De tricher dans ta vie. Tricher. Je ne comprends pas le mot. Pour n'importe quelle raison. De tricher, ouais, on a tous un peu triché. Hein, voilà. Un exemple ? Est-ce que tu t'es fait gauler ? Gauler, ouais, alors je sais plus comment, mais moi, en fait, je suis un tricheur manipulateur, en fait, c'est différent. C'est-à-dire que en fait, j'assomme mon adversaire en lui parlant. Par exemple, je joue au ping-pong et je le rends fou. Ouais, tu vois, je suis trop fort pour toi. Tu vas permettre. Et après, je vais faire des tricheries, mais j'en ai déjà fait au jeu de cartes, tu vois, avec des cartes. À l'école, ouais, on l'a tous fait un petit peu, hein, tu sais, où tu recopies sur ta main, tu vois. Est-ce que tu t'es déjà fait gauler ? C'est la question. Gauler, non, ça va, parce que j'ai fait mon service militaire en Israël. Non, mais je me suis pas fait gauler, grâce à Dieu, ça va. Je suis un petit yarfrit, comment tu dis. Et toi, Emmanuel, t'as déjà triché dans ta vie ou pas ? Tu sais que la triche et la ruse, c'est la base du Krav Maga.
Et donc Ok. tu triches tous les jours. Voilà, j'ai c'est ça répondu. Tu triches tous les jours. Il a sorti à la Vandame, c'est la triche du Krav Maga, ok, you know. Alors on essaye d'être rusé. Et pour répondre à ta question plus précisément, oui, ça m'est arrivé. Ce que je faisais quand j'étais plus jeune, j'imprimais les fausses étiquettes des Tipex, des trucs comme ça, avec toutes les réponses et dessus. tu les scotchais Tu colles, tu scotches autour du Tipex. Et en cours d'histoire. quand tu as besoin, tranquillement, tu tournes ton Tipex et tu lis ce que tu as besoin. C'est comme ça, je vais la ressortir pour tes enfants plus tard. Il Alors, avait les techniques, alors disons, attention. Il Non. en turfu déjà. Moi, à l'époque. le truc le plus drôle que j'ai vu, c'est sur le retour Tel Aviv-Paris. D'accord. On monte dans l'avion, on arrive à Paris, et forcément à Paris, même, il faut passer par la douane, enfin pour le passeport. Sauf qu'il y avait la fin d'un vol avant nous, et forcément, t'es en France, ils vont pas ouvrir tous les policiers, c'est trop simple sinon. Il y avait que 2 policiers ouverts. Donc moi, je fais le français classique, je vais dans la file, je fais la queue. Je vois pas que tout le vol pour Tel Aviv passe par la file handicapée pour aller plus vite. Et là où j'étais heureux, c'est que j'aurais dit allez, faut être machine arrière, vous allez faire la queue comme tout le monde. Mais c'était quand même un très très beau cliché. 2 touristes se sont introduits dans un lieu touristique en pleine nuit pour boire une bière. Quel lieu touristique? Là, à vous de deviner. En Europe. Le Cap d'Agde. En France? Oh non. C'est pas Cap d'Agde, hein. Non. En Europe. En Italie. Italie. En fait, ils sont. Vatican. Non. Mais pas loin. Ça aurait été pas mal. Pas loin. Pour boire une bière. Même En fait, ville. ils sont entrés dans un lieu touristique. À Rome, au Colisée. Au Colisée. Exactement. 2 touristes américains qui s'étaient introduits de nuit par effraction dans le Colisée de Rome pour boire une bière avec vue ont reçu une amende de 800 €, a annoncé la police. Les 2 touristes, 24-25 ans, avaient escaladé les murs du célèbre amphithéâtre romain et ont été repérés par un lefto qui les a aussitôt dénoncés. Donc, cher la bière. allez, ça fait cher la bière. Quand même. Sur quel lieu aimeriez-vous passer un moment seul ou accompagné à un endroit insolite? T'aimerais qu'on privatise? T'amènerais chez ses passoires, soit tu vas avec un pote, soit tu vas avec ta meuf. T'aimerais aller où? L'île de Kopipi. Ah oui, donc toi tu veux une île que pour Watt. Une île. Ça peut être bien, un kiff, tu sais. Un côté un petit peu Robinson Crusoe avec une nana, mais par contre avec tout sur place. Mais pas les restaurateurs en fait. Non, moi j'aurais privatisé, moi j'aurais bouffe et fait tout. la Tour Eiffel, moi. J'aurais fermé la Tour Eiffel, ou alors j'escalade la Tour Eiffel avec, je sais pas, un truc. Tu t'imagines une demande de mariage de ouf au haut de la Tour Eiffel? Ouais, alors oui, Nathan, moi je serais chaud pareil, mais alors en plein été, frère. Avec des transats, tu sais, on reconditionne la Tour Eiffel. Transat. Pourquoi reconditionner? Je t'emmène en haut de la Tour Eiffel, moi. Ouais, mais en haut de la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Mais genre, on l'a fait chicha, on fait des transats, Mais par contre, on met de la musique, si toi t'es on pour met ta femme avec une du chicha, toi t'es quand même bien mal barré dans ta vie, toi. Emmanuel. Écoute, ce qui me vient en premier, c'est le Taj Mahal. On va pas me demander pourquoi. Quel J'ai entendu que cliché. c'était une belle histoire d'amour. Voilà, c'est ça, peut-être. Les tandouris. Qu'est-ce que t'as dit? Les tandouris, tout ça. t'as bien. C'est ça, exactement. Alors, c'est quand même une des 7 merveilles du monde. Oui, c'est une belle histoire d'amour. Je crois qu'il lui a fait construire ce palais parce que sa femme est morte. Ou Tu me quelque parles à chose moi comme comme ça. si j'étais un prof d'histoire géo, sauf que Il me semble, j'y connais absolument rien. Donc, voilà. Un dealer a été recherché pendant des mois. Il a été arrêté par la police grâce à une photo. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette photo? Un dealer a été recherché pendant des mois. Par la police. Ouais. Et ils l'ont retrouvé grâce à une photo. Ils ont trouvé qui c'était grâce à une photo. Mais qu'est-ce qu'il y avait sur cette la photo? Vous avez compris, c'est insolite. Hein, donc vraiment, faut aller chercher loin. C'est vrai. Alors moi, je dis, ils l'ont retrouvé par une photo parce qu'en fait, ça arrive. En fait, je vois des nanas qui font ça sur Tinder ou un peu partout. Elles font un selfie dans le miroir, mais en fait, elles ont laissé leur nom avec leur carte bancaire sur la coque du téléphone à l'intérieur. Ah, pas mal. Et du coup, tu vois le nom et Toi, t'es prénom. sur Tinder par contre. C'est ça. Je n'osais rien dire depuis tout à l'heure. Non, lui, on peut pas lui dire qu'il est sur Tinder. Ça, il est casé, lui. Mais souvent, ça me tue de rire parce qu'elles mettent un faux blaze en plus. Tu sais, elles mettent pas leur vrai prénom. Et derrière, tu Et vois tu vois derrière la coque du téléphone. Je dis, mais c'est des Ahmara ou quoi? Alors, c'est pas comme ça que c'est. Alors, c'est avec de la nourriture. Alors, c'est une photo de nourriture. Ouais. Et alors, quel est le lien? Non, mais vous allez voir. En fait, gros, pour vous raconter l'histoire, ça faisait des mois que la police de Liverpool était sur ses traces. Et ce dealer, enfin, il vendait de la coke et de l'héroïne. Et les enquêteurs avaient infiltré la messagerie cryptée, donc c'était un peu genre Telegram, etc., qui utilisait pour communiquer. Mais impossible de mettre un nom et un visage sur ce dealer très actif, jusqu'au jour où, au détour d'une conversation, il publie une photo de son fromage préféré, le gars, un morceau de bleu qu'il tient dans une main. Mais comme, à partir de ces photos, les policiers sont parvenus à extraire les empreintes digitales de sa paume de main et de ses doigts, et ainsi identifier ce dealer. Il a 39 ans, et après avoir avoué être impliqué dans le trafic d'héroïne, cocaïne, etc., il a été condamné à 13 ans de prison. C'est-à-dire qu'en gros, cerise sur le camembert, merci pour le blague. C'est pas la première fois que le fromage trahit des malfrats. L'an dernier au Texas, la police avait arrêté un suspect grâce à ses empreintes laissées sur une tranche de gouda. Donc là, dans cette histoire, le mec, il a pris une photo de son fromage préféré, faire comme ça, et avec la paume de ses doigts, ils l'ont chopé. Ah ouais.
Ah d'accord, ah oui, comme ça, d'accord, avec... ah ouais, d'accord, ils ont incroyable. screenshoté ses doigts, d'accord, ok, un truc de fou. Est-ce que vous avez déjà fait gauler, mais de manière vraiment... soit par votre meuf, soit par vos enfants, soit par un collègue en train de faire une connerie? Ça a déjà été gaulé ou pas? Ou par tes parents même? Gauler, alors gauler, ouais, je sais pas, une fois ça m'est arrivé qu'en soirée, tu sais, tu parles à plusieurs nanas et tout ça, tu prends deux numéros. Et en fait, les deux, c'était des copines. Et quand je donne rendez-vous à une le lendemain, elle arrive avec l'autre. Elle me dit, bah voilà. Mais ça finit comment pour vous avoir? Je vais écouter. Moi, il n'y avait pas de projet. J'ai pris votre numéro. Je sais pas, on va élaborer. On va voir tes atomes crochus, on va voir tes défauts. Il n'y avait pas de projet, excellent. Il n'y avait pas de projet. Voilà. Je me suis pas projeté ni avec l'une ni avec l'autre. On s'est rencontrés en soirée, tu prends des contacts, tu peux pas savoir. Voilà, tu vois. Mais voilà, c'était marrant en tout cas. Tu as déjà fait gauler? Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Mais pourquoi tu fais le mec propre? On dirait monsieur propre. Ouais, monsieur propre. Il est trop carré. Je suis ça. Non, moi jamais. Attends, je réfléchis quand Mais même. gauler, moi je me suis Moi j'ai plein. fait fermer, moi j'ai fait Krav Maga. Parfait. Moi je On rigole pas. Moi je me suis gaulé plein de fois, enfin dans le train, SNCF des fois, parce que tu sais souvent les artistes, bon voilà, qu'est-ce que tu vois, on est à low cost, on prend les Ouigo et compagnie. Et une fois ils ont annulé le Ouigo et j'étais obligé de prendre le train SNCF parce que je jouais une pièce de théâtre à 18h et j'étais obligé de le prendre et je tombe sur les contrôleurs. Votre nom, prénom, je dis écoutez monsieur, j'avais mon Ouigo mais ils l'ont annulé, j'étais obligé de le prendre, j'ai une pièce ce soir. On s'en fout, c'est 150 € d'amende. Et je lui dis ok, je m'appelle Karim Dahan. Il me dit comment monsieur? Je lui dis Dahan avec un H. Il me dit vous n'avez pas de pièce d'identité, vous n'avez pas de votre carte bancaire? J'ai rien monsieur, je suis un artiste. Vous savez, on vit de droite à gauche. Ouais, je suis un saltimbanque, je viens comme ça, je vous jure. Nanana. Et voilà, j'ai donné il faut et j'ai donné par contre l'adresse du théâtre. Où je jouais. Ils ont reçu l'amende. Ils ont reçu l'amende au nom de Karim Dahan. Ils ont dit quoi? Où je jouais la pièce Couscous au lardon à l'époque. Je dis voilà, mais venez, je vous invite, hein, monsieur. Arrêtez, ne me provoquez pas, monsieur, je me rappelle. Allez, Ophir, t'es humoriste, tu es né en Israël à Hadera, t'arrives en France à l'âge de 3 ans et tu grandis à Lyon. On se retrouve dans quelques instants sur RCJ 94.8 après une petite courte page de musicale. A tout de suite sur Les Incorrigibles. Ok, prépare les valises ma jolie. Tout ça c'est fini. Je vais te faire kiffer les week-ends ma jolie. Elle me parle plus du quartier, du shit, de la police. Toute la semaine comme le J en folie. Je fais des cendriers, canettes dans l'audi. Je passe les vitesses aux palettes, vers Conti. Vas-y garde-moi la barrette, là je suis en condi. Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. J'prends Uber et du Calais au Georges 5. À la Ribéry, j'mange des entrecôtes à 1005. J'vais faire un tour, j'suis sans casque en 125. J'suis dans la kiffant, j'me sens plus d'attendre le 5. J'fais plaisir à ma mère, dans le ménage elle a trop souffert. Ma mère c'est ma reine, j'la laisse même pas mettre les couverts. Quand j'étais en galère, elle me dépannait à découvert. Dernier Range Rover, que je rentre le toit ouvert. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Que je dépense, rejoins devant la défense. C'est là qui pense, c'est là qui pense. Voyager jusqu'au Nirvana. Hôtel 5 étoiles, prendre le petit déj en pyjama. Faire un petit pétou sur le mont Fujiyama. Faire le tour de la Thaïlande dans 500 Yamaha. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Faut que je quitte la France, elle a fait la petite frange. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce. Que je dépense, gros joint devant la défense. C'est là qui fonce, c'est là qui fonce.
Allez, on est de retour dans les Incorrigibles, dernière émission de l'année, toujours avec Ophir Azoulay et Emmanuel Ayache. On va démarrer avec toi, Ophir. Donc, comme je l'ai dit, tu es humoriste, comédien, tu es né en Israël à Hadera et tu arrives en France à l'âge de 3 ans et tu grandis à Lyon. C'est ça, exactement. À quel moment tu reviens en France ? Pour quelle raison tes parents viennent en France ? Bah en fait, ma mère, elle avait fait Ulpan, elle est juive du Maroc, de Lyon, et puis voilà, elle a fait Ulpan, elle s'est mariée avec un Israélien du Yémen, donc je suis thémani séfarade, et puis voilà, après la vie, qu'est-ce que tu veux, divorce, et puis je suis revenu avec la maman à Lyon. Et puis voilà, puis après je suis pas retourné en Israël jusqu'à l'âge de 15 ans. Quoi. Est-ce qu'on peut se raconter comment toi et moi on s'est connus ? Est-ce Alors, que tu raconter cette histoire ? faut absolument le dire. Alors, Nathan, je le détestais, frère. J'étais quelqu'un que j'avais envie de le killer en fait. Parce qu'en fait, j'étais en galère, comme je disais, je cherchais un appartement sur Paris et tu connais les artistes, on revient à ce que je dis, c'est qu'on n'a pas de garant, on galère, les gens ils se portent pas garant, ils disent ah vous êtes comédien, nanana. Et je trouvais pas d'appart. Et je vois une annonce que quelqu'un il met sur le groupe, coup de pouce juif ou je sais pas quoi, loue appartement et tout. En plus, c'était pas trop vrai. Je dis, tiens, en plus 17e, sympa pour mes spectacles, machin, parce que j'avais plus d'appart à ce moment-là. Et hop. Donc je le rencontre avec, je sais plus, son daron, je sais plus. Non, avec j'étais qui. seul ce jour-là. Ah, t'étais avec un copain. Et voilà, j'étais avec un copain, et je vois que bon, c'est de la communauté, en plus on a des amis en commun, et tout ça. Je dis, voilà, deux, trois amis en commun, je dis, donc j'envoie des potes à moi, je dis, appuie le dossier, c'est un pote à toi, je sais que tu le connais, en plus il est artiste comme moi, je dis, frérot, je suis vraiment en galère, je te jure, je suis sérieux, je suis intermittent du spectacle, je vais te louer ton appart, nanana. Et le mec, il me répond plus. Il me lâche des vues, cet enfoiré. Et du coup, je dis à Ilan qui est animateur. Ilan Kayat. Je lui dis, ah puis frérot, c'est quoi ton pote ? C'est ça la communauté, on s'entraîne autour. Aide-moi. Moi, je vais me retrouver à la street. Je vais pas manger, je vais manger dehors. Je vais faire les migrants, tu veux au final, t'as un appartement de ouf maintenant. T'as 70 mètres carrés maintenant. Voilà. Donc, il m'a plus jamais répondu et je l'ai jamais eu, l'appart. Jusqu'à ce que je reçoive un appel du Fonds social en me disant, attends, est-ce que tu es OK pour animer une après-midi où des gens vont venir sur scène et il y a un humoriste qui va leur donner des conseils ? Je lui dis, oui, monsieur. C'est quoi le nom ? Je lui dis, mais c'est qui l'humoriste ? C'est Gad Elmaleh ? C'est Cavada ? C'est qui ? Il me dit, Ophir Azoulay. Je fais, aïe ! Merde. T'as vu le destin, tu vois ? Mauvaise base. Et t'as vu ? Et je suis pas rancunien. Je suis venu quand même et j'ai dit, allez, on fait le truc, la radio. Évidemment. Tu vois ? Voilà. Mais faut mettre dans le contexte. Pourtant, le mec, il est bien, un Rolex et tout, tu vois. Moi, j'ai une réflexe, frère. J'ai une réflexe de Marrakech. Allez, comment t'as eu envie de devenir humoriste ? À quel moment ? En fait, j'ai toujours aimé jouer depuis que je suis petit, mais j'ai été fan. Ma mère m'a amené quand j'avais 12 ans voir Eli Kaku, et ça a été la vraie révélation, on va dire, parce que j'adore faire des personnages, faire les mimiques, les gestuels, les personnages, et je disais à ma mère dans la salle, quoi. Je dis, mais dis-moi, les gens, j'ai dit, Eli Kaku, il a payé les gens pour qu'ils viennent. Il fait, non, c'est nous, on a payé notre place et tout ça et tout. Je dis, mais attends, les gens, ils payent pour rigoler. Ça existe, c'est un métier, on fait rire les gens, on est rémunéré. Il dit ouais et tout, et je dis je veux faire ça et tout. Et du coup j'ai appris ces sketchs par cœur, j'avais 12 ans et j'étais au Talmud Torah à Vénissieux à Lyon et j'avais commencé à les faire pour la fête de Purim en fait. Des déguisements où on faisait une fête et tout ça. Et là ça a été la révélation, voilà, rire, etc. Et je me dis, j'ai senti que j'avais un power dedans, un pouvoir de... Parce qu'il y avait un retour public. D'arnaquer les gens. Ouais, d'arnaquer les gens à travers du rire, en vendant du rire. Et voilà, et puis après, j'ai toujours voulu faire ça, quoi. Depuis que Ta première scène Ma première scène, franchement, je crois que, je sais pas, j'avais même pas 20 ans, 17, 18 ans, voilà. C'était à Lyon ? Ouais, à Lyon, dans les alentours de Lyon. C'est une ville qui s'appelait Francheville, où j'avais écrit mon premier sketch, voilà, de 10 minutes. Et à quel moment tu montes sur Paris ? Je suis monté à la vingtaine et je suis fait comme tout le monde. Je me suis inscrit au cours Florent, je connaissais rien, je venais d'arriver à Paris. Voilà, j'ai appelé Nathan Picard pour me louer un appartement, mais il me l'a pas loué. Du coup, je suis allé dans un foyer Sonacotra. Vraiment, en plus, je suis allé dans une résidence étudiante, un foyer. Tenu par un prêtre, c'était marrant le truc. C'était un délire. T'as été à la messe Limite, il allait me dire, non monsieur ça va, voilà, moi je prends le loyer, voilà. Et en fait, voilà, j'ai fait les cours Florent, j'habitais à Puteaux, c'était la première ville que j'habitais dans le 92, et voilà, et puis j'ai commencé à faire mes premières scènes à Paris. La personne qui t'a aidé dans le milieu La personne qui m'a aidé dans le milieu, c'est Ophir Azoulay. Personne.
Personne, je me C'est suis toujours aidé de démerdé. moi-même, toujours tout seul. Il y a beaucoup de musiciens dans le métier, des gens qui disent ci, ça. Mais j'ai appris, hein, parce que moi, tu sais, quand tu viens de province, t'es authentique, t'es naturel, t'écoutes les gens, et puis tu vois que il y a beaucoup de Tommy, de mytho, machin. Donc j'ai appris à me fier qu'à moi-même et faire tout seul, en fait. Mon one-man show, je l'ai monté moi-même. J'ai trouvé mes pièces de théâtre où j'ai joué moi-même, en rencontrant d'ailleurs les gens, en prenant des numéros, parce que des fois, ils répondent pas en email. Comme je savais que c'était lui qui tenait, du coup, je lui envoie un texto au responsable. Au directeur du théâtre. Voilà, j'ai toujours trouvé tout moi-même, quoi. Ton meilleur souvenir sur scène? Mon meilleur souvenir sur scène, c'est quand j'ai joué en Israël, à Tel Aviv, à la salle Safta. Et parce que, en fait, comme je te raconte, moi, c'est une grande histoire, c'est que ma mère, elle s'est sauvée avec moi d'Israël. J'avais 3 ans, j'ai revu mon père à l'âge de 15 ans. Il parle qu'hébreu. Et en fait, j'ai joué mon spectacle en Israël, à Tel Aviv, avec, d'ailleurs, je remercie Michael qui a organisé le spectacle en Israël. Et il y avait mon père qui était dans la salle. Voilà. Mais il a compris du coup ce que tu disais? Il comprend pas l'hébreu, mais comme j'étais mais mimique, gestuelle. il entendait les gens rire. Ouais, et c'était un bonheur quoi d'avoir son père, parce que je le connais pas vraiment. Il était dans la salle, voilà, ça m'a fait quelque chose quoi. C'était le plus grand passe-mon cœur et je l'ai fait monter sur scène. Et j'ai passé d'ailleurs la chanson de Abba, de Shlomi Shabbat, Doudou Aaron. Ouais, Doudou Aaron. Et c'était un grand moment d'émotion. Je crois que c'est un des plus beaux jours de ma vie, parce que c'est une consécration pour moi de partir d'Israël, de venir en France et de revenir en Israël en jouant son spectacle d'1 heure dans une belle salle là-bas. C'était une salle de 300 places à T'as les Tzafta. larmes aux yeux en y repensant. Ah, franchement, ouais, grave, c'était. T'as fait plusieurs fois l'émission On ne demande qu'à en rire. Je l'ai revu avec Laurent Ruquier. Quel souvenir t'en gardes de ces moments-là? Cette époque-là, ça fait 15 ans déjà. 10-15 ans au moins. Ouais, non, c'est 10 ans, 2013. Ouais, même pas 10 ans, ouais. Écoute, non, c'était un bon souvenir. Alors, et pourtant, je suis quelqu'un qui a pas le trac et tout, mais c'était un trac de fou. Parce que, en fait, ce qui donnait le trac, c'est que tu devais écrire un sketch en une semaine, l'apprendre par cœur et le jouer. Et t'avais pas le temps de le tester aussi? Ouais, j'avais pas le temps. J'ai appelé toutes les scènes ouvertes de Paris. Je peux passer vite fait, je prends pas de chapeau, je prends rien, je viens, nanana. Et voilà quoi. Et t'arrivais, il fallait que tu sois opérationnel. T'avais 4 jurys, t'avais 1 million de téléspectateurs qui te regardaient à chaque fois. Et voilà, j'écrivais rapidement le sketch. À cette époque-là, j'avais un co-auteur, un pote à moi de Lyon. On essayait d'écrire rapidement, machin. C'était un trac de fou. J'avais réussi à passer 6 fois, je suis passé dans cette émission. Et dont un direct. Laurent Ruquier, toute la bande, etc. Tu en gardes un bon souvenir de tous ces gens-là? Alors, tu sais quoi, Laurent Ruquier, super sympa, mais c'est triste ce que je veux dire, hein, mais à chaque fois, je sais pas pourquoi, les gens de la communauté, c'est ceux qui aident le moins. C'est fou ce que je dis. C'est vrai? Pour rechercher un appartement, déjà. Toute ma vie, ça me suit, ça. Il lâche pas le truc. Ben Guigui me détestait. Jean Ben Guigui, c'est le seul du jury qui était juif. Non, c'est trop caricatural. Il est trop heureux d'être là. Non, il en fait trop. En fait, il était. Voilà, c'était le seul. Tu l'as jamais revu depuis? Je l'ai jamais revu. Et entre les prises, en fait, à la fin de l'émission, je vais le voir. Je dis bonjour Jean. En tout cas, ça me fait plaisir. J'écoute vos conseils, mais j'aimerais juste savoir si vous avez quelque chose contre moi. Pour moi, j'essaie d'évoluer. Je suis un jeune humoriste, machin. Il me regarde et il a pivoté à 180 degrés. Il s'est barré. Et je me rappellerai toujours, je me dis, ça fait rien. Au moins, moi, j'ai essayé, je suis venu, j'ai abaissé la garde, j'ai essayé. C'était une bonne école, cette émission. Généralement, pour ceux qui l'ont fait, c'est une bonne école. Ouais, non, franchement, c'est une bonne école parce que, en fait, tu es devant le fait accompli. Et tu travailles. T'es comme dans un ring, Emmanuel, t'arrives, t'es là, t'as un auditoire, t'as le jury, t'es là, faut vraiment avoir les cojones parce qu'une semaine, apprendre par cœur 1 million de téléspectateurs, tu vas, tu rentres sur le ring, tu donnes, et voilà. En plus, il faut savoir qu'à cette époque-là, c'était une des plus grandes émissions, c'était l'émission à ne pas manquer tous les jours. Ouais. Et Kev a démarré là-bas, il y en a plein qui ont démarré là-bas, je m'en souviens très bien, c'était l'émission des mamies, c'est vrai, parce que c'était France 2. Mais c'était l'émission à ne pas manquer. Ce qui est magnifique sur ce que tu viens de dire, c'est que le gars, il te met une grosse droite en pleine tête, quoi. Tourne 180 degrés et il dégage. Et toi, tu restes dans ton métier, tu continues, tu persévères, tu vas encore plus, tu vois. Ouais. Tu fais encore plus de show et toujours, et ça marche pour toi.
Ouais, parce que je veux pas donner raison à ces gens-là, tu vois. Après, je suis pas prétentieux et tout, mais je me dis, voilà, c'est une passion, en fait, quand c'est quelque chose qui est en toi, comme toi avec le Krav Maga, c'est en toi, c'est dur à lâcher, c'est comme une drogue, quoi. Moi, de jouer sur scène, quand je joue pas, ça, tu vois, ça manque. Hier, on a joué au Chouchou Hôtel, il y avait une vingtaine de personnes, et c'est bizarre, hein, mais il y a 3 humoristes qui ont lâché. Un, il est tombé malade, un, il est bloqué dans RER, et je dis, bah, tu sais quoi? Vas-y, je fais plus. J'ai fait une demi-heure. Au lieu de 10 minutes, j'ai fait la moitié de mon spectacle. Et j'ai kiffé. Le public, il était là hier soir quand tu m'as contacté. Oui, c'est vrai, on s'y parlait ça hier soir. En fait, je kiffais parce que je kiffais. J'étais là. J'ai dit, je vous rajoute un sketch. C'est bon, tu sais, aux gens, je dis peut-être parce que c'est dans un hôtel. Alors, il y a des gens qui viennent pour le spectacle. Il y a des gens qui font partie de l'hôtel qui descendent. Non, allez-y, continuez, machin. Je dis, voilà, j'ai kiffé. Voilà. Parce qu'Emmanuel, on va en parler après, hein, mais t'es coach aussi dans la vie active pour les cadres, etc. Quand tu vois un mec comme Ophir, qu'est-ce que tu ressens et quel conseil tu lui donnerais? Je vois déjà la détermination, le fait d'avancer, et aussi quelque chose qui est fondamental, c'est que tu as dit, j'y crois depuis tout petit, quoi. Depuis 12 ans, je faisais des représentations en apprenant par cœur. C'est quelque chose que tu as en toi et que tu as porté en toi toute ta vie et tu as décidé d'en faire ton métier. Et peu importe si c'est dur, peu importe s'il y a des gens qui ont essayé de te péter tes croyances, bah, toi, tu as avancé. Et pour moi, c'est l'esprit guerrier, quoi. C'est vraiment, on est dedans. C'est ça. C'est un métier qui est peu commun. Et dès le début, tu nais avec ça et tu dis, on y va, quoi. Il n'y a pas d'autre choix. C'est que ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, quand c'est dans tes tripes et tout. T'as envie de donner. Après, moi, j'ai appris à me diversifier. Hein, parce que la scène, ce qui est bien, c'est que comédien, en fait, c'est vaste. Tu peux faire des publicités, tu peux faire des films et tout. Et aujourd'hui, je me suis lancé dans le cinéma, dans les séries. J'ai appris à être éclectique, tu vois. Alors, j'ai vu que tu as tourné dans un film récemment, justement, avec tu avais une armurerie de policiers. C'est quoi ce film? Une armurerie de policiers, c'était quoi, la CRS? Ouais, j'ai vu un CRS, il y a un Bataclan, j'ai pas tout compris. Ah oui, oh là, c'est marrant parce qu'en plus je commence à la raconter sur scène. Alors moi vous allez dire, vous allez m'écouter tout à l'heure, je dis, dis-moi, ce gars il lui arrive que des galères. Mais en fait ça me forge, en fait j'en profite et j'en raconte dans mes anecdotes. En fait j'ai fait un film qui s'appelle le Novembre de Cédric Jiménez, c'est celui qui a fait Bac Nord. Ah ouais, voilà. J'adorais. Excellent film, ouais. Voilà. Et en fait, je suis sur son nouveau film et j'ai joué 5-6 jours en tant que silhouette policier, flic. On était dans des bureaux, agence date, antiterroriste. Et c'était à Cergy, voilà. Et je me suis dit à un moment donné, Ophir, fais-toi remarquer. Et ma mère, elle me dit, mon fils, il y a un réalisateur, va lui parler, fais pas ton timide, reste pas. Et le souci, c'est que il est rentré dans les bureaux à un moment donné pour voir où il va placer la caméra. Et je dis, monsieur Jiménez, juste pour dire, j'adore votre accent du sud de Marseille. On entend les grillons, les mouettes, je vois la mer. J'ai entendu Joule, ça me fait rêver. J'ai envie d'aller au Prado. Sauf qu'il a pas rigolé. Il t'a viré. Écoute bien. Il m'a dit, c'est pas bien de se moquer des accents des gens. Je suis de Marseille, mais il faut pas se moquer des accents des gens. C'est pas bien. Et il s'est barré. Et on revient, je dis, monsieur, je voulais pas. Voilà, c'est pas péjoratif. Moi, je suis lyonnais. Vous me dites, Pélo, c'est cher bien, la gastronomie. Mimi Mati, je le prends pas mal. Et il a dit, non, quand je suis concentré, faut pas me parler. Et il t'a payé au final. Et du coup, je rappelle les prochains jours pour continuer des tournages. Et le directeur casting, il me dit, non, c'est complet. Donc j'ai créé ma carte avec Jiménez, mais regarde la vie un petit peu comment c'est. C'est que en fait je fais un autre film de Gavras où je fais CRS cette fois, c'était à Évry-Courcouronne. On fait plusieurs jours, j'ai joué une semaine là-bas et le costumier me dit ouais t'es grand et tout costaud, il me faut des mecs comme toi. Quand je fournis mes costumes, il me demande des gens grands et comme j'essaye de diversifier mes équipes, est-ce que ça te dit si j'ai des tournages? Ouais vas-y. Et il m'envoie une date à Bruxelles. Donc tout frais payé, hôtel Pullman. L'hôtel était plus cher que notre cachet. On arrive déjeuner de malade, on dort de ouf. Tellement que la nuit d'hôtel était magnifique, frère. J'avais une suite, je dormais les yeux ouverts. Je dis c'est pas possible. J'étais né, je rallumais et tout. Et en fait, le lendemain matin, le costumier me convoque. Il me dit dis-moi, Ophir, j'ai un souci avec toi. Je dis ouais, qu'est-ce qui se passe? Le film c'est Novembre, Jiménez. Je dis oui. Et alors? Quand ils ont vu ton nom, Ophir Azoulay, ils ont dit ah non. Pas lui. Mais non. Mais c'est un one-man show ambulant, il imite les gens, il rend les gens fous, il déconcentre. On n'arrivait pas à placer les caméras, les gens ils devenaient fous, il imite les gens. Tu restes correct, Ophir. J'ai dit, il est sous ma direction. Tant que tu es sous ma direction, je t'en comme une image. Et du coup, je fais le film, et à la fin du film, je dis, allez, Ophir, je suis allé voir Jiménez. Tu t'es excusé? J'ai dit, monsieur, on peut faire un selfie pour la réconciliation. Il a rigolé, on a fait le selfie.
Bon, c'est une bonne histoire. Et je crois que t'es juif et pauvre. Ouais, bah justement, c'est pour ça que j'en parle en fait, parce qu'on a beaucoup de clichés et des préjugés sur les juifs, et moi j'aime bien casser les tabous, les idées reçues, et c'est vrai que c'est bête, mais tous les gens sont persuadés que les juifs, on est tous riches, qu'on est né avec une cœur en argent dans la bouche, qu'on a tous une Rolex au bras, qu'on vit dans des palaces, qu'on est rentier, etc. Tu connais la Jewish Card ? Ouais, voilà. Et du coup, je voulais casser les tabous en fait. J'ai fait un sketch et je pensais pas qu'il allait autant marcher. Où j'ai enregistré, c'est le Tarma Comedy Club, c'est à Bruxelles. Et il avait fait 1 500 000 sur Facebook, le sketch. Les gens, ils se l'ont envoyé. Il a été viral en WhatsApp et tout ça. Et voilà. Mais c'est quoi être juif et pauvre du coup ? Moi, en fait, j'explique. Mon début de sketch, c'est comme ça. Je dis bonsoir, je m'appelle Ophir, je suis juif et pauvre. ça existe. Ouais, c'est paradoxal, je sais. C'est comme un antillais puceau ou comme un portugais imberbe. Vous voyez, les juifs ashkénazes, c'est Farad. Moi, je suis un juif archénaze. Dans ma famille, il n'y a jamais eu d'avocat ni de médecin. Il y avait bien un huissier, mais il était ni juif ni de notre famille. Moi, c'était pas Shabbat qui m'empêchait de me servir l'électricité le vendredi. C'était EDF. Et comment t'as vécu le confinement, toi aussi ? Le confinement, écoute, c'était chaud. Je suis retourné à Lyon. J'avais plus d'appart à ce moment-là. Ah tu vois, j'ai bien fait. Bah oui, c'était à ce moment-là. C'était à ce moment-là. En plus, c'est quand je t'ai connu. J'ai eu le pif. Mais à ce moment-là, c'est quand je t'ai connu. C'était parce que je t'ai connu. C'était 4 mois avant le confinement, 6 mois avant le confinement. Exactement, 4 mois. Voilà. En septembre. Voilà. Et voilà. Et du coup, voilà quoi. Et j'en ai fait un sketch après sur le confinement. Voilà. Ton actualité du moment. Mon actualité du moment, en fait, là, je fais tous les comédie clubs de Paris où je rôde mes sketchs, mes nouveaux sketchs, etc. Et j'ai un projet de série qui s'appelle Walking Dead version française, ça s'appelle Hexagone. Et voilà, le pilote, il va sortir, enfin, l'épisode, il va sortir sur Amazon Prime. Il est sorti sur États-Unis, Angleterre, mais France, ça met un peu plus de temps. Parce qu'ils disent que c'est un peu hardcore dans les scènes de sang, etc. Et tout. Et donc voilà, j'ai le premier rôle dedans et c'est un rôle pas du tout comique, humoristique. C'est un choix contre-emploi où je joue un barman où les premiers zombies se déclarent dans mon bar. C'est vrai que je t'aurais bien vu jouer un flic. Je sais pas pourquoi, j'aurais bien vu jouer un flic genre sur, je sais pas, Magellan, un truc comme ça sur TF1. Ouais. Enquête de recherche, je sais pas quoi. Je te jure, je sais pas ce que j'ai dû. Cette année, j'ai dû faire 10 flics différents. J'ai fait CRS, agent du RAID, j'ai fait BAC-E, de la BAC, j'ai fait police municipale. Pose-toi les bonnes questions, hein. Peut-être je vais finir la police. Hein. Peut-être je vais finir dans la police. Hein, ou tu vas finir prof de Krav Maga chez Emmanuel. Voilà. Peut-être. Hein. Bon, et puis nous deux, on se retrouve en janvier, le 16 janvier, à l'espace Rachi. Ouais, le 16 janvier, on présente la soirée ensemble. Exactement. Alors c'est une après-midi qui a été organisée par Laura, qui travaille au Fonds social. Salut. Exactement, au service civique avec Philippe Lévy, Jonas Belaïch, Daphné, etc. et Déborah. En quoi ça consiste cet après-midi ? Raconte-nous. Alors en fait, justement, je fais une petite annonce, Radio Shalom. C'est une spéciale jeune talent. Donc si vous décelez un talent dans la communauté, vous ou les mamans, les padrés, vous êtes là, vous sentez que votre fils il a un talent. Donc on va mettre à peu près entre 6 et 10 talents qui vont présenter un sketch de 5 minutes. Donc voilà, au Khaba. Et puis à la fin, je vais présenter une partie de mon spectacle. J'ai joué une demi-heure de mon spectacle. Exactement. Et puis je pense que toi et moi sur scène, ça peut être très très drôle. On va co-présenter, on va mettre les gens à l'aise. Voilà, tu vas écrire ou moi j'écris pas moi. On y va en impro parce que moi en écriture c'est pas possible. Voilà. Moi j'écris pas moi, tu vois, je suis que en impro. Voilà, pareil. D'ailleurs, le titre de la soirée s'appelle Appartement à louer. À la fin, j'ai loué gratuit l'appartement. Allez, donc de suite on passe avec Emmanuel Ayache, oulala, je suis fatigué. Il a 2 livres qu'il a sortis. Le dernier, comme j'avais dit, donc Le Réveil du guerrier. Qui est un carton, j'ai vu sur Amazon, qui s'est vraiment bien vendu. Et le premier, c'était celui-ci, Défendez-vous. Il date de quand déjà celui-là ? C'était il y a 3 ans. 3 ans. Et donc 3 ans entre deux, c'est 3 ans de maturation. Exact. T'as grandi avec ces 2 livres. T'as tellement de flèches à ton arc, comme je le disais tout à l'heure, j'ai envie de te laisser te présenter. Donc. Oh là. C'est une question qui n'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Mais avec tout ce que j'ai lu sur toi, je me suis dit le mieux c'est qu'il se présente lui-même. Ah ouais, tu veux un livre ouvert avec tout ce que tu as écrit. Attends, mais c'est pas. Vas-y, Emmanuel.
Écoute, ce que je fais principalement, c'est 2 choses. La première chose, c'est que je forme des instructeurs de Krav Maga et après, je les aide à ouvrir leur centre de Krav Maga et tout ça sur la France. Donc, on a à peu près une centaine d'instructeurs, une cinquantaine de clubs en France et plus de 4000 pratiquants de Krav Maga qui travaillent avec mon organisation. La deuxième chose que je fais, et ça c'est au jour le jour, c'est j'accompagne les entrepreneurs, les cadres dirigeants, pour leur apprendre à se défendre et agir à des situations à risque, pour certains entrepreneurs qui voyagent dans des pays compliqués, pour d'autres entrepreneurs qui sont à risque par leur métier. Et je construis des programmes individuels en fonction de leurs besoins. Et du coup, les 2 livres, il y a un livre qui est plus sur la self-défense et un livre qui est plus sur le mental et sur l'esprit guerrier. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi le Krav Maga ? Comment t'es arrivé à faire du Krav Maga ? Alors, j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 8 ans. Donc, je suis tombé dedans quand j'étais petit. 8 ans. Exact. Ouais, commencé tôt, hein. Généralement, il y avait des problèmes dans la cour. Non, mais attends, généralement, à 7, 8 ans, 9 ans, il faut bien occuper les enfants. C'est exactement ce que j'allais te dire. Je n'ai pas vraiment de souvenir d'avoir été moteur là-dessus. Je pense que je me suis retrouvé au club de karaté du coin. Tes parents. Mais c'est pas parce qu'on te volait ton goûter dans la cour. Ils t'ont dit, ouais, je vais faire du Krav Maga, je vais te démonter là. Non, rien du tout. Et je fais des arts martiaux traditionnels, entre guillemets, jusqu'à 14 ans. Et à 13 ans, je me fais agresser dans la rue avec mon frère. Donc lui qui avait 18 ans, et il y a 6 mecs qui nous sont tombés dessus, et ça s'est très mal passé. Et du coup, moi je me suis dit à 13-14 ans, mais merde, en fait, à quoi ça sert tout ce que j'ai appris si t'es pas capable de réagir en situation de stress, en situation d'agression ? Après, ils étaient 6 aussi. Hein. Oui, ils étaient 6, ils avaient 18 ans, moi j'ai 13 ans, mais ça a vraiment fait tilt. Tu t'es senti, tu t'es dit, j'ai rien pu faire. Inutile, j'étais tétanisé, et je me suis dit, mais je perds mon temps quoi, au karaté. Ça t'a fait un électrochoc. Et donc, à 13 ans, tu te dis, on va Krav Maga. À 13 ans, je pars à la quête de ce qui fonctionne. Donc je teste plein de trucs, de la boxe thaï, du penchak silat, du jujitsu, enfin tout ce qui me tombe entre les mains, jusqu'à ce que je tombe sur le Krav Maga à l'âge de 15 ans. Et là, c'était la révélation, quoi. La révélation. J'ai 40 ans, je vis de ça, je me lève Krav Maga, je me couche Krav Maga. Eh ben, on revient dans un instant avec Emmanuel Ayache pour parler du réveil du guerrier et défendez-vous. On se retrouve dans quelques instants dans Les Incorrigibles sur RCJ 94.8. À tout de suite. Levons nos verres sans raison. Il suffit de vivre, c'est bon. Mais c'est meilleur et c'est moins long avec un peu d'ivresse. Viens, on se casse la voix. Viens, on se casse là-bas. Là où l'amour est toujours roi. S'inventer des princesses. Le patron te fait la misère. C'est rien. T'as le moral sur une civière. C'est rien. T'es encore fatigué d'hier. C'est rien. On réfléchira demain. Tant pis pour le cœur à moitié vide. Tant que des potes, on en a plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. La nuit est notre maison. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. C'est rien. Dans ton café t'as mis du sel. C'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel. C'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Tant qu'on a le verre à moitié plein. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on la fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. On a presque plus rien à boire, mais on est là. Le bar va fermer, tout est noir, mais on est là. On continue sur le trottoir, mais on est là. Hey. On est là. On est là.
On va encore rentrer trop tard. Je crois que j'ai un œil au beurre noir. J'ai encore cassé ma guitare. Je m'appelle Jimi Hendrix ce soir. On est tous nés pour faire la fête, comme si on l'avait jamais faite. La fête. On est tous nés pour faire la fête. Au pire on l'a fait dans nos têtes, comme si on l'avait jamais faite. On est de retour dans les Incorrigibles sur RCJ 94.8 avec Ophir Azoulay et avec Emmanuel Ayache. On finit vers les coups de minuit. On était en train de parler de toi, Emmanuel. Yes. Donc je rappelle, Krav Maga, 2 livres, Le réveil du guerrier, Défendez-vous. Dès l'âge de 18 ans, tu décides de partir en Israël et de faire ton alia. Pourquoi ? C'est ça. Je t'ai dit, j'ai découvert le Krav Maga à l'âge de 15 ans. C'était une révélation pour moi. Et j'habitais en France. Et le Krav Maga, ça vient d'où ? D'Israël. Donc, si je voulais en apprendre encore plus, je suis parti. Petite Olé Khadash à 18 ans. Et Khayal Boded aussi, puisque j'ai fait mon alia en juillet. Je suis rentré en novembre à l'armée. Donc tu voulais faire l'armée, en fait. Je partais pour l'armée, ouais. Enfin, j'ai dit à mes parents. Ouais, j'ai dit à mes parents. Comment dit tes parents ? Écoutez, je vais en Israël, mais vous inquiétez pas, je vais faire une année de Mechina, comme ça je vais réfléchir un petit peu sur ce que je veux faire. Ah, t'as pas un petit peu quoi, t'as noyé le poisson, mais t'avais quel âge à ce moment-là ? Un peu, 18 ans. Ah, 18 ans, pile à ta majorité. Et je me souviens très bien, quand je suis revenu, donc finalement, pendant l'été, je leur annonce que je vais faire l'armée, et puis en septembre, je vais faire les fêtes à Paris, et c'était la période du début de la seconde intifada. Où il y avait eu trois civils qui s'étaient perdus dans les territoires et ils avaient été assassinés dans le commissariat de police d'une façon très très violente. Et nous, on regarde ces images à Paris et mes parents qui me disent « Mais t'es sûr que tu vas retourner et tu vas rentrer à l'armée ?» Je dis « Il n'y a pas le choix. Il faut qu'on protège le pays. » Ouais, et justement, moi, la question que je me pose, c'est comment s'est passé ton service militaire ? Parce que tu as été combattant. Et quels souvenirs tu en gardes ? J'ai commencé combattant jusqu'au moment où j'ai rencontré un prof de Krav Maga. Ah oui. Et là, je me suis dit, merde, en fait, on peut enseigner le Krav Maga, on peut porter un t-shirt instructeur de Krav Maga, on peut inspirer les gens, ça faisait le lien par rapport à tout ce qui m'était arrivé dans ma vie, quoi. Et l'apprentissage de la self-défense, et le fait d'aider les gens et d'inspirer les gens. Et du coup, j'ai tout fait pour rentrer dans la formation instructeur de Krav Maga. Je suis sorti major de promotion du stage, et j'ai eu la chance, pendant toute la fin de mon service militaire, d'enseigner le Krav Maga dans la base d'entraînement de Nahal, et j'ai pu travailler avec des unités d'élite, avec Shayetet, Shaldag, avec Palsa Nahal, avec plein d'unités, c'était merveilleux. Donc à refaire, tu le referais 100 fois ? 100 fois. 100 fois. Aucune hésitation. C'est les meilleurs souvenirs que tu as de... Et c'est des très très bons souvenirs, et dans l'instruction, parce que depuis 2000, je forme des gens, donc ça fait déjà 21 ans, c'est mes meilleurs souvenirs. Ouais. Mais dès le début, tu voulais enseigner, transmettre ? Et je ne pourrais pas te le verbaliser comme ça, mais à la seconde où j'ai rencontré un professeur de Krav Maga, j'ai dit je veux faire pareil, quoi. En Israël. Hein. Je veux faire pareil. Je veux enseigner, je veux transmettre, je veux aider les gens. Et quoi de mieux que aider. Et donc c'est à ce moment-là que tu deviens prof de Krav Maga. Et donc je suis devenu instructeur de Krav Maga à l'armée. Et en même temps, j'ai passé des diplômes civils. Et lorsque je suis rentré en France en 2003, j'ai fait ce que je savais faire. La seule chose que je savais faire, c'est enseigner le Krav Maga. Donc, mais pourquoi tu es rentré ? J'ai commencé. Et pourquoi je suis rentré ? Parce que tu pars faire l'alia à 18 ans et tu reviens à 21 ans. Parce que l'armée était finie. Et je vais te trouver une excuse bidon, hein, mais... Les appartements étaient trop chers et il est tombé sur Nathan Bicard. Ça va me poursuivre toute ma vie. Il ne savait pas où loger les revenus. Je suis pas agent immobilier. Hein. Si tu veux, je refais des bouches et des dents avec un Invisalign. C'est tout ce que je fais. Frérot, on va pas le lâcher. Il y avait... Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait rien. Et du coup, je me sentais vraiment seul. Et comme j'enseignais le Krav Maga, on était 2-3 copains ensemble, mais voilà, j'ai pas réussi à m'intégrer réellement dans la société et j'ai préféré rentrer en France. Mais t'es né à quelle époque ? Il n'y avait pas WhatsApp, En 2000. on avait le Nokia avec le serpent dessus. Alors on va faire des trucs avec ça. Ah ouais, à l'heure actuelle, tu as mélangé Krav Maga et business. Comment tu as fait ça ? Comment tu as réussi ? J'ai commencé il y a quelques années à travailler pour des entrepreneurs dans le cadre de séminaires pour entrepreneurs et j'ai vu la puissance du Krav Maga pour les entrepreneurs. Et je ne te parle pas d'apprendre le Krav Maga régulièrement pour apprendre à se défendre, je ne te parle pas de rentrer dans un club de Krav Maga, je te parle vraiment de certaines actions que tu vas faire ou certaines compréhensions que tu vas faire sur ta façon de voir les choses, ta façon de travailler, le fait de te pousser loin, quels impacts ça peut avoir sur ton business. Et c'est juste incroyable.
Ça veut Donc dire ça que- pousse les employés, les salariés et les cadres à dépasser leurs limites. Ouais, à dépasser leurs limites, à avoir du mordant. Quand moi j'organise des séminaires ou quand je fais des accompagnements individuels, on mélange toujours le mental et le physique. Et du coup, quand il y a quelqu'un qui est là et qui dit tu lâches pas, tu continues à frapper, machin, et qu'après on fait le débrief sur est-ce que ça peut être pareil qu'un gros Qu'un dossier que deal. t'as en ce moment. Est-ce que Un ça gros peut- deal. Exactement. Et souvent on est revenu me voir en me disant tu sais, ce deal, je l'ai eu grâce à toi, Manu. Je dis bon, c'est possible d'avoir un petit pourcentage Une petite commission. Une petite commission. Non, mais souvent je demande ça veut dire t'en es venu aux mains ou pas? Non, ça n'a rien à voir avec ça, mais je t'entendais dans ma tête me dire tu lâches pas, tu continues, t'avances. Et autant que dernier exercice, j'ai fait ça avec toi, et bien pour moi c'était la même chose, quoi. Est-ce que c'est plus dur d'enseigner le Krav Maga ou de conseiller des cadres sup? C'est la même chose. Quand je conseille, c'est de l'enseignement. Mais quand je dis coacher, entraîner, c'est par exemple faire des cours vraiment sur le terrain. Est-ce qu'il y a une différence que on est plus sur le mental avec des cadres et on est plus dans l'action? Pour moi, c'est vraiment pareil. Parce que, et ça, je l'ai vu il y a très peu de temps. Ce que je fais avec des entrepreneurs et ce que je faisais à l'armée, c'est la même chose. Parce qu'à l'armée, on me donnait des gars de 18 ans et on me disait voilà, ça, c'est des mecs des unités d'élite. C'est toi qui t'occupes d'eux les 6 premiers mois et après, ils vont plus rien faire en sport de combat. Donc du coup, tu leur donnes l'essentiel tout de suite pour changer l'état d'esprit, pour leur donner le minimum de techniques qui vont sauver leur vie. Tu leur donnes l'état d'esprit du guerrier qui va leur permettre d'être efficace sur le terrain. Et c'est pareil pour un entrepreneur et c'est pareil dans ce que je faisais à l'armée. Après, quand on parle d'un club de Krav Maga, c'est un peu différent. Parce qu'un club de Krav Maga, quand tu vas 2 fois par semaine, 3 fois par semaine là-bas, évidemment, tu as l'état d'esprit guerrier, évidemment, tu apprends à te défendre, mais voilà, on va dire tu peaufines ton art, et tu es plus dans un véritable art que dans le fait d'avoir la substance même de tes besoins tout de suite et instantanément. Et à quel moment tu as eu envie de sortir ton livre et ton second livre du coup? Écoute, je voulais aider encore plus les gens. Et Mais parfois, à plus grande échelle. Ça. Ouais, c'est ça. Parfois, on me disait, écoute, je peux pas me déplacer à tes séminaires, je peux pas me déplacer à tes cours, etc. Qu'est-ce que je peux faire? Je dis, ben écoute, t'as 20 balles, t'achètes un livre et au moins t'as un petit bout de la réponse. Tu peux commencer à progresser, tu peux commencer à avancer. Et l'histoire du deuxième livre, Le Réveil du guerrier, ça c'était un challenge personnel. T'as posé la question tout à l'heure à Ophir, comment t'as vécu le confinement? Ben, moi, je me suis dit, on est confiné, tout est fermé, les stages sont fermés, bah écris un nouveau livre. Et en 90 jours, j'ai écrit, sorti, publié le livre. Et c'était voilà, la pierre que j'ai apportée à l'édifice pour aider les gens à passer le confinement dans des meilleures conditions. Et quels sont tes conseils à donner? Alors, je ne vais pas en dire qu'aux femmes, mais donc je vais en dire aux femmes et aux hommes pour se défendre dans la rue en cas d'agression. Le premier conseil, et c'est la base du Krav Maga, c'est tout faire pour ne pas se battre. Souvent des gens ils me disent attends, ouais, je comprends pas là. Comment tu t'enfuis? Comment tu échappes? S'enfuir, c'est très bien. Une fois j'ai un copain, moi, enfin le fils d'un copain qui s'était fait agresser. Et il avait 12 ans et il y a quelqu'un qui est venu vers lui et qui lui a dit j'ai quelque chose dans ma poche. Il n'a pas dit ce qu'il avait, peut-être une lame, peut-être peu importe. Il dit file-moi ton portable. Donc il lui a filé son portable et l'autre il est parti. Il m'a dit t'as vu, j'ai été nul, etc. Je fais non, t'as fait du Krav Maga. Ça veut dire que t'as coopéré, t'as donné ton truc. Est-ce que t'es rentré chez toi en bonne santé? Oui. Je dis maintenant la question c'est qu'est-ce qui se serait passé si tu avais mis une droite ou s'il avait commencé à te frapper. Là il faut savoir se défendre. Mais dans l'idée, tu coopères, tu donnes ta montre, tu donnes ta voiture, tu donnes ce que tu veux, tu fais du Krav Maga à 100%. Donc on fait des mises-votes quand on donne tout ce qu'on a. Exactement. tu récupères au centuple. Je te donne mon pantalon, vas-y je repars à poil. Donnez, Dieu pas te le rendra. C'est le récommatias. C'est que du matériel parce qu'à partir du moment où tu rentres dans le non je vais pas lui donner ma montre, je vais pas lui donner machin, t'es dans l'ego, t'es dans les émotions et c'est à cause de ça que tu vas faire des conneries. Pourtant au Krav Maga, tu me parlais de couteaux, etc. Il y a des prises spéciales où tu tournes le truc, tu mets machin. Exact. On apprend tout ça justement ça, pour se défendre, pour machin, quand quelqu'un essaie de nous agresser à travers une main, un couteau, quelque chose, voilà. Ça c'est en cas d'urgence briser la glace. C'est-à-dire si tout ce qui est avant n'a pas fonctionné, la communication, le fait de coopérer, le fait d'essayer vraiment de calmer le jeu, ça n'a pas fonctionné, le mec il te décroche une droite en pleine tête ou il te sort une lame et il vient pour te planter, oui, il faut faire des choses. Et là on a des techniques et il faut pratiquer. Une technique, si quelqu'un sort un couteau. Une technique de quoi? De défense? Quelqu'un sort un couteau, si jamais t'as pas pu coopérer, il t'attaque. Il sort un couteau directement, qu'est-ce que je fais? Si tu peux, tant que tu peux communiquer, parce qu'il te sort une lame, il est devant toi et dit vas-y file-moi ton fric, pourquoi pas? Tu lui donnes l'argent. Maintenant, si c'est parti, si sa volonté est vraiment comme on voit en Israël par exemple les attaques terroristes, il n'y a pas de questionnement. Ils veulent pas ton argent, ils veulent rien du tout. Il sort un couteau, il essaie de t'attaquer. Il y a deux choses à penser. Un, organiser une défense, et deux, organiser des contre-attaques. Et organiser la défense, la plupart du temps, c'est très simple. On réfléchit à un bouclier. N'importe quel coup qui arrive sur les côtés, je vais bloquer avec mes mains pour me protéger. Okay, et organiser les contre-attaques, c'est ce qui me reste. Donc si je peux défendre avec une main
frapper dans sa gorge, dans ses yeux, dans son nez pour créer des contre-attaques forts et le gêner pendant quelques centièmes de seconde pour faire autre chose, je vais le faire. Il me suffit juste de défendre et de frapper et d'attraper une chaise et c'est bon. Le Moi, problème, j'avais il est lu réglé. que si t'avais le temps de prendre un sweatshirt et de le mettre sur ta main. Ça peut. Je préfère une chaise. Je préfère une chaise et de lui mettre en travers de la tête. Oui, mais dans la rue, c'est pas de chaise. Hein. Exactement. Il faut des mecs qui ont une chaise. Non, des terrasses de café Oui, ou alors oui, des choses comme ça. fait. Mais oui, tout ce que tu peux prendre. T'as une mallette, tu la prends pour te défendre, ou un sac à dos, tu la prends pour te défendre. N'importe quoi, oui. Dernière question. Est-ce que tu as vu ce qui s'est passé au meeting d'Éric Zemmour, où il s'est fait agresser? Est-ce que je sais que tu as conseillé peut-être des agents de sécurité, etc. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal passé pour toi dans l'organisation entre le moment où lui s'est fait agresser et l'embrouille qu'il y a eu au fond de la salle? J'ai pas vu les images. J'ai entendu qu'effectivement, il y avait eu pas mal de mouvements. Bon, on va revenir toujours sur la même chose, c'est la prévention. Il faut prendre des informations avant d'aller dans certains endroits. Tu sais que dans des meetings, dans des discothèques, dans des stades de foot, dans ce genre d'endroits, eh bien, tu as des risques qui sont supérieurs pour se faire agresser. Donc, prendre ses dispositions. Et ça va de ta tenue vestimentaire à ton positionnement dans la salle, à ce que tu regardes, etc. Après, est-ce qu'ils ont fait des bonnes attaques ou des bonnes défenses ou des bons contrôles? Faut me montrer les images et je te répondrai avec plaisir. Je t'enverrai le lien de BFM TV. Allez, on finit l'émission rapidement avec les Maccabia jingle. Jingle. Il part pas. Et bon, c'est pas grave, il n'y a pas de jingle, mais c'est pas grave, on fait sans. Alors, je sais pas si vous connaissez le questionnaire de Marcel Proust qui a été rendu par Bernard Pivot dans les émissions Apostrophe, Bouillon de culture, etc. Chez moi, c'est pas Marcel Proust, c'est plutôt Maurice Proust. Donc, je vous pose des questions, à vous de trouver des réponses simples. On finit en quelques instants. Quel est ton mot préféré en français ou dans une autre langue? Dans une autre langue ou en français? Ce que tu veux. J'aime bien, je sais pas, je vais sortir le mot le plus compliqué, anticonstitutionnellement. Emmanuel, le mot que tu préfères le plus? Oser. Oser. Le mot que tu détestes le plus? C'est alors ça va être dans la négation, c'est je sais pas moi, je sais pas, voilà. Très bien. Emmanuel. Abandonner. Abandonner, ça te correspond parfaitement. Ouais, ton plat préféré? Mon plat préféré, j'aime bien la loubia ou la chouchouka, voilà. On reste dans les classiques. Ce que j'allais dire, je vais être pizza, margarita, ail et champignons. Ah ouais, mais en fait pour un coach de sport, c'est japonais autrement. Écoute, il faut se faire plaisir de temps en temps. Maki, j'aime bien aussi. Le plat que t'aimes le moins? Les choux de Bruxelles. Je déteste les choux de Bruxelles. Emmanuel. Choucroute, on n'est pas loin, ouais. Choucroute, ah ouais, moi non plus. Ton insulte préférée? Benzona. Benzona. Très bien, on reste dans la langue étrangère, c'est parfait. Emmanuel. J'insulte pas les gens. Oh là, je le sais. Depuis le début, Monsieur Probe, le curé, tu sais, tu lui mets les trucs, la soutane et tout. Le trait de caractère que t'aimes le plus chez ta mère? Ça simra. Emmanuel. Sa bienveillance. Le trait de caractère que t'aimes le moins chez ta mère? Le côté pessimiste, se plaindre, voilà. Sa bienveillance. Ça vient. Tu sais trop de bienveillance à un moment donné, ça y est, ça suffit. Allez, maman. dernière question. Si Dieu existe, qu'est-ce que tu aimerais qu'il te dise quand tu arrives devant lui? Bienvenue, il y a une chouchouka. Emmanuel. Qu'est-ce que j'aimerais qu'il me dise? Je te renvoie sur Terre pendant un petit temps. Va profiter. Allez, merci beaucoup Ophir, merci beaucoup Emmanuel. Je rappelle Emmanuel, le livre Le Réveil du Guerrier et le premier livre Défendez-vous, disponible sur Amazon. Exactement. Amazon, on embrasse évidemment tous les libraires. Ophir, on se retrouve le 16 janvier à l'espace Rachi pour un éclat de rire avec le Fonds Social. Et merci beaucoup Emmanuel, merci Louise, merci Daniel pour tout. Et très bonne fête de fin d'année et j'espère à très vite, à très bientôt, je vous embrasse. Bonne soirée, bonne nuit.